Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler d'une expérience célèbre. Cette expérience a été menée dans les années 60 par un psychologue qui s'appelle Stanley Milgram à l'université de Yale. Je vous donne le contexte de l'expérience pour commencer. On est en 1961. Le nazi Adolf Eichmann a été capturé en Argentine et est en train d'être jugé à Jérusalem. À ce moment-là, le monde se demande encore comment des millions d'Allemands ont pu participer aux horreurs du régime nazi. Est-il possible que des citoyens parfaitement normaux puissent commettre une atrocité simplement parce qu'on le leur a ordonné? C'est pour ça que Milgram décide de créer une expérience qui va mesurer l'impact que l'autorité a sur nous. Et cette expérience est restée dans les annales en raison de son résultat surprenant. Voilà l'expérience mise en place par Milgram. Pour commencer, il recrute un sujet sous un prétexte. Le prétexte, c'est une étude qui n'est pas vraiment l'étude qui est réalisée, où on explique au sujet que le but est de mesurer l'impact de la douleur sur la mémoire. Donc le sujet devra s'asseoir dans une pièce et poser des questions à une autre personne qui est de l'autre côté de la vitre. Si la personne donne la bonne réponse, il passe à la question suivante. Si la personne donne la mauvaise réponse à la question, il lui envoie un choc électrique. Les chocs électriques sont d'intensité croissante. Et pour vous remettre dans le contexte, le choc maximum impliqué dans l'expérience était de 450 volts, ce qui est suffisant pour tuer quelqu'un ou au moins créer de sérieuses séquelles. Donc là, on n'était pas seulement sur de la douleur, on était aussi sur des choses qui pourraient potentiellement faire des blessures graves. En réalité, bien sûr, la personne ne reçoit pas vraiment de choc électrique, mais en réalité un acteur qui fait semblant de se tordre de douleur quand il est censé recevoir un choc électrique. Bien sûr, le sujet de l'expérience ne sait pas qu'il s'agit d'un acteur, il pense qu'il envoie de véritables chocs électriques à cette personne. Le but de l'expérience est donc de savoir jusqu'à où est-ce que le sujet sera prêt à torturer une autre personne et quel est l'impact de l'autorité là-dessus. Avant l'expérience, Milgram est allé faire un sondage auprès de ses amis psychologues et il leur a demandé, à votre avis, selon ces paramètres d'expérience, quel pourcentage de gens vont aller jusqu'au bout et vont infliger un choc maximal de 450 volts en prenant le risque de tuer l'autre participant. À ce moment-là, les psychologues lui ont répondu et prédisaient qu'environ 2 à 3% des sujets iraient jusqu'au bout et infligeraient la douleur maximale. En réalité, après avoir réalisé l'expérience, Milgram a réalisé que c'était non pas 2 à 3% des gens qui vont jusqu'au bout, c'était 2 tiers des gens. 2 tiers des participants à l'expérience ont accepté d'infliger un choc électrique mortel à un autre être humain. Et pourquoi? Comment est-ce que c'est possible que ces gens acceptent d'infliger ce choc? C'est parce que quelqu'un le leur a ordonné. 100% des gens qui ont participé à l'expérience se sont sentis mal à l'aise avec le niveau de douleur que l'acteur leur démontrait. Ils ont voulu arrêter et ils ont demandé qu'on les laisse arrêter. Mais à côté d'eux, il y avait un homme avec une blouse blanche et un bloc-notes qui leur a dit « Non, vous devez continuer l'expérience ». Et par la seule force de cette autorité qui leur ordonne de continuer, 2 tiers des gens ont été jusqu'au bout et 2 tiers des gens ont couru le risque de tuer un autre être humain. Cette expérience de Milgram est vraiment la première fois où on a pu scientifiquement illustrer l'impact énorme que l'autorité peut avoir sur nous. L'idée ici, c'est que nous sommes prêts à déléguer une partie énorme de notre force de décision si tant est que quelqu'un que nous reconnaissons comme une autorité nous ordonne de le faire. Avant de se plonger en profondeur dans le mécanisme de l'autorité, je récapitule pour ceux qui viennent de nous rejoindre que cet épisode est le 5e épisode d'une série de 6 qui est basée sur le livre Influence et manipulation de Cialdini. Cialdini, qui est un psychologue qui a écrit ce bouquin indispensable pour tout marketeur en 1984 et qui identifiait 6 principes fondamentaux.
qui sont la preuve sociale, l'engagement, l'autorité, l'appréciation, la réciprocité et la rareté. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans un de ces mécanismes qui est l'autorité. Si vous avez déjà lu le bouquin Influence et manipulation que je vous recommande grandement, cette série sera l'occasion de revisiter chacun de ces principes en profondeur et du point de vue du marketeur web. Si vous n'avez pas encore lu Influence et manipulation, encore une fois, je vous le recommande. Mais quoi qu'il en soit, cette série sera l'occasion pour vous de découvrir ces principes psychologiques qui sont fondamentaux et qui expliquent l'ensemble des actions marketing que vous faites déjà. Vous allez voir au cours de cette série pourquoi certaines tactiques que vous utilisez déjà fonctionnent. Quelles sont les justifications psychologiques et scientifiques derrière tout un tas de recommandations qu'on vous fait en marketing. Si vous aimez cette série, vous pouvez télécharger un récapitulatif en format PDF que vous pouvez utiliser quand vous créez une page, que ce soit une page de vente, une landing page ou même un site internet complet. Vous pourrez utiliser cette checklist au format PDF pour vous référer à ces 6 principes et aux différentes façons dont vous pouvez les appliquer. L'URL pour télécharger cette checklist, c'est marketingmania.fr/influence. Et vous pourrez télécharger ça en échange d'un simple email. Mais sans plus de transition, rentrons en profondeur dans ce que c'est que le principe d'autorité. L'idée ici, c'est que nous n'avons pas vraiment envie de prendre nos décisions. Dans beaucoup de cas, prendre une décision génère chez nous de l'anxiété. Et donc, on cherche à déléguer cette décision en se tournant vers une autorité qui va nous dire quoi faire. L'exemple le plus évident auquel on peut tous se rapprocher, c'est le docteur. Vous arrivez chez un docteur, c'est un parfait inconnu qui prétend résoudre un problème sérieux par la simple force qu'il est dans une position d'autorité. Il a différentes marques d'autorité qui sont son titre, il est docteur, son diplôme, le contexte, il est dans un cabinet de médecine ou il est dans un hôpital. Et le simple fait d'avoir ces marques d'autorité vont faire que cet inconnu va être légitimisé à vous dire comment vivre votre vie, quels médicaments prendre, quelles procédures suivre, etc. Dans certains cas, si cet individu vous le recommande, vous accepterez de vous faire endormir et de vous faire ouvrir par un couteau par un chirurgien qui va triturer dans vos organes. Et le plus fou, c'est que dans ce processus entier, à aucun moment, on va questionner le fait que cette personne a l'autorité, la légitimité de nous faire ces recommandations. Si on plonge un peu plus profond, pourquoi est-ce que le principe d'autorité est si efficace ? En grande partie, c'est dû au conditionnement. Depuis toujours, nous avons été conditionnés à être obéissants. Nous devons obéir à nos parents, à nos professeurs, etc. Notre société entière est basée sur l'obéissance que nous pouvons avoir aux gens en position d'autorité. Que ce soit nos parents, comme j'ai mentionné, nos professeurs, mais aussi les médecins, la police, nos supérieurs hiérarchiques, etc. Il faut comprendre que ce principe permet fondamentalement à notre société de fonctionner. Si vous retirez le principe d'autorité, c'est-à-dire l'autorité de la loi, du gouvernement, de la police, etc., vous descendez très rapidement dans l'anarchie. Ce qui permet au gouvernement aujourd'hui de maintenir le contrôle de la population, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, c'est le fait que nous avons été conditionnés à respecter ces règles. Évidemment, c'est pour le mieux, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut voir à quel point nous acceptons implicitement que certaines personnes sont en position d'autorité et ces personnes peuvent nous dire quoi faire. Le second élément qui est encore plus profond que le conditionnement, c'est encore une fois une question de survie. J'avais mentionné cette histoire de survie dans des épisodes précédents, en particulier dans celui sur la preuve sociale. L'autorité est une des façons les plus importantes qui permet à des groupes d'êtres humains de se coordonner. Pourquoi ? Parce que si tout le monde veut prendre sa propre décision, si tout le monde conteste en permanence les décisions du chef, le groupe ne peut pas avoir un comportement efficace dans une situation où on est dans la jungle, où on est dans un environnement hostile. C'est quelque chose qui n'est pas unique à l'espèce humaine. À vrai dire, la plupart des groupes animaux qui fonctionnent sur un système de meute ou de groupe possèdent un mâle alpha, que ce soit chez les loups, chez les lions, chez les gorilles, etc. La différence chez les êtres humains, c'est que la plupart des animaux ont un système hiérarchique avec un chef qui est celui qui est le plus fort.
Chez la plupart des animaux, l'autorité est basée sur la force physique. La différence chez les êtres humains, c'est que l'autorité n'est non pas basée sur la force physique, mais sur certains symboles qui confèrent l'autorité. Et selon Cialdini, il y a 3 symboles qui peuvent conférer l'autorité. Le premier de ces symboles, c'est le titre. Vous êtes un docteur, vous êtes un professeur chez Harvard, vous écrivez pour tel ou tel journal, vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes officier de police. Le deuxième élément qui confère de l'autorité, c'est l'uniforme. Que ce soit l'uniforme d'un policier, la blouse blanche d'un médecin ou le costume cravate d'un politicien. Sur la question de l'uniforme, il y a une expérience assez drôle et assez élégante qui a été réalisée là-dessus. Imaginez que vous marchez dans la rue et que tout d'un coup, un individu vienne vous voir et vous dit « Tu vois ce gars là-bas ?» et il vous pointe un individu qui est proche d'un parc-mètre. On vous explique, cet individu qui est là-bas proche du parc-mètre n'a plus d'argent pour payer le parc-mètre, va lui donner 1 euro pour payer le parc-mètre. Puis l'individu originel s'en va. Est-ce que vous allez donner de l'argent à cette personne qui est proche du parc-mètre? Cette expérience a été menée dans 2 conditions. Dans certaines conditions, la personne qui vous ordonne de donner de l'argent porte un uniforme de garde de sécurité. Dans d'autres cas, elle est habillée en habit civil comme vous et moi. L'idée ici, c'est que quand il est habillé en civil, 42% des gens vont jouer le bon samaritain et vont donner de l'argent à la personne qui est au parc-mètre. Mais si l'individu qui vous ordonne de donner de l'argent est en uniforme de sécurité, 92% des gens vont donner de l'argent pour payer le parc-mètre. Et ce, même si la personne qui leur a donné l'ordre originel s'en va. C'est-à-dire que la personne qui leur a donné l'ordre ne peut pas les réprimander, ne peut pas leur donner de conséquences négatives puisqu'elle sait en aller. Elle a passé le coin, elle ne voit pas les conséquences. Mais le simple fait que cette personne ait un uniforme va convaincre 92% des gens de donner de l'argent. Après le titre et l'uniforme, le troisième élément qui confère de l'autorité, c'est le contexte. Le contexte, ça peut être une belle voiture, une position physique, par exemple, un videur dans une boîte de nuit, par le simple fait du contexte et de sa position dans l'espace physique, est imbu d'une certaine autorité. La secrétaire qui est à l'accueil d'une société va recevoir l'autorité de oui ou non vous donner l'accès à telle ou telle personne. Dans d'autres cas, le contexte, ça peut être un accessoire, comme par exemple un bloc-notes. Quelqu'un qui prend des notes, qui documente, qui mesure, tout d'un coup, apparaît comme étant quelqu'un dans une position d'autorité. Ce qui est intéressant avec tous ces signaux, que ce soit le titre, l'uniforme ou le contexte, c'est qu'ils sont assez faciles à manipuler. Et en particulier, l'autorité est un des leviers principaux utilisés par les individus malhonnêtes et les escrocs qui utilisent ces signes d'autorité. On entend parfois dans les médias l'histoire d'un criminel qui utilise un uniforme de police pour commettre un crime et on comprend tout de suite pourquoi est-ce que ça serait efficace. Pourquoi? Parce qu'un policier vous dit de faire quelque chose, vous le faites en général sans poser de questions. Le simple fait d'avoir un uniforme est suffisant pour assurer votre obéissance. Si on veut aller dans un exemple encore plus extrême, il y a un individu qui s'appelle Frank Abagnale qui, dans les années 60, s'était procuré un uniforme de pilote. Et par le simple fait d'avoir cet uniforme, de se montrer à l'aéroport et de se comporter avec une certaine autorité, arriver à monter sur à peu près n'importe quel avion en tant que passager gratuit parce que les pilotes ont le droit de prendre des vols pour se déplacer d'un endroit à un autre. Évidemment, c'était à l'époque où il y avait encore moins de contrôle de sécurité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire puisque Spielberg en a fait un film en 2002 avec DiCaprio. Le film s'appelle « Attrape-moi si tu peux ». Mais l'idée ici, c'est que c'est une histoire vraie. Et ce personnage a répété ce modèle encore et encore autour de sa carrière d'escroc. Il a joué le rôle d'un docteur, d'un avocat et même d'un agent du FBI. Et à chaque fois, le simple fait d'arriver dans le bon contexte, avec le bon uniforme, de s'approprier le bon titre, suffisait à faire illusion. Parce que personne ne pense à questionner une figure d'autorité. Personne ne pense à questionner si le pilote est vraiment un pilote, si le docteur est vraiment un médecin, si l'agent du FBI est un vrai agent. Mais bien sûr, je me doute que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast pour savoir comment faire des arnaques et comment jouer le rôle d'un faux pilote ou d'un faux médecin. Alors comment est-ce que vous pouvez très concrètement utiliser
ce principe d'autorité pour booster votre marketing et pour améliorer vos conversions sur votre site internet. Il y a plusieurs façons dont vous pouvez utiliser cette particularité dans votre marketing. La première, c'est ce que j'ai fait tout au long de ce podcast, c'est de faire appel à des études scientifiques. Imaginez que cette série de podcasts, c'était juste Stanislas qui vous raconte différents mécanismes psychologiques qu'il a remarqués au cours de sa carrière. Ça serait pas aussi convaincant que Stanislas qui fait référence à un bouquin de 84 et à des études qui ont été menées depuis le milieu du XXe siècle. Le fait de faire référence en permanence à ces études scientifiques donne de la crédibilité à ce que je raconte. C'est aussi le cas pour toute étude chiffrée, mesure de performance, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément à injecter dans notre marketing. Mais si vous pouvez faire appel à des chiffres, à des études, etc., vous pouvez très rapidement conférer un sens d'autorité à ce que vous racontez. La deuxième façon, c'est de vous associer avec des experts. C'est quelque chose qui est souvent utilisé en publicité. On vous explique par exemple que 92% des dentistes recommandent le dentifrice XY. Pourquoi est-ce qu'un tel slogan est efficace ? Parce qu'on associe une certaine affirmation avec un expert qui est, par le simple fait d'être dentiste, considéré comme une autorité. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en ligne, pas forcément avec des médecins, mais dans différents cas, vous pouvez faire appel à des experts. Par exemple, récemment, je me suis rendu sur le site d'une société qui s'appelle Final Draft, qui produit un logiciel qui sert à formater vos scénarios. Donc, c'est assez spécifique. Un des mécanismes de vente principaux et presque le seul mécanisme de vente qui est utilisé par cette société, qui est d'ailleurs le leader incontesté sur son marché, c'est de mettre des citations d'experts. En l'occurrence, les experts sont des grands noms de Hollywood. Ça va être Tom Hanks, ça va être J.J. Abrams, le créateur de Lost, etc. Et le seul mécanisme marketing sur ce site, c'est plus ou moins de vous dire tel expert, tel expert, tel expert, tel expert utilise notre logiciel. Et l'effet est extrêmement efficace en termes de vente. Alors demandez-vous, où est-ce que vous pouvez trouver des experts qui peuvent recommander votre produit ? Il y a sans doute des gens qui utilisent votre produit, qui sont des blogueurs, des influenceurs, des figures d'autorité, auxquels vous pourriez faire appel pour crédibiliser vos propos. Et bien sûr, si vous pouvez faire appel à un expert qui montre 1, 2 ou même 3 des signes d'autorité qui sont le titre, le costume et le contexte, ça sera beaucoup plus efficace. Par exemple, supposons que vous vouliez utiliser, comme dans le cas précédent, le témoignage d'un dentiste. Ça sera beaucoup plus efficace de montrer le dentiste dans son cabinet avec autour de lui les éléments de décor habituels d'un cabinet de dentiste, en blouse blanche, avec en dessous le titre Docteur Machin, qu'évidemment de le montrer dans un autre contexte. Et si vous pouvez utiliser les 3 signes d'autorité, c'est un gros bonus. Une autre façon de vous conférer de l'autorité, c'est d'être cité dans les médias. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un des premiers épisodes de ce podcast qui avait été enregistré avec Alexandre Ross, qui est un expert pour être publié dans les médias. L'idée ici, c'est que apparaître dans les médias n'est pas si difficile, mais si vous êtes apparu dans les grands médias, tout de suite, votre prospect aura l'impression que vous êtes l'autorité dans votre domaine. C'est une technique qui est tout le temps utilisée sur Internet, où on va vous dire « vu dans les médias » avec les différents logos des médias, et ça fonctionne. Et si vous les avez, ces logos, je vous conseille très fortement de les utiliser. Si vous ne les avez pas, il peut valoir le coup d'aller écouter mon podcast que vous pouvez retrouver assez facilement sur le site marketingmania.fr/podcast et de réfléchir si vous pouvez créer une histoire qui vous permet d'apparaître dans les médias. Souvenez-vous que tous les grands médias que vous connaissez, que ce soit les journaux ou les chaînes de télé, ont non seulement les canaux de publication qu'on connaît, donc le journal papier, la chaîne télé, etc., ils ont aussi des sites internet sur lesquels ils publient du contenu. Et c'est beaucoup plus simple de vous retrouver sur le site internet du Monde, évidemment, que dans l'édition papier du Monde. La 4e idée pour gagner de l'autorité, c'est celle qui est peut-être la plus efficace, mais aussi la plus longue à mettre en place, c'est de construire votre propre expertise. Et bien sûr, la meilleure façon d'être perçu comme un expert sur votre marché, c'est de publier du contenu de qualité. Un des mécanismes principaux qui fonctionne rapidement, c'est de publier des études de cas où vous expliquez exactement comment vous avez résolu un problème précis pour un de vos clients. Évidemment, ce que je fais avec ce podcast sert avant tout
à construire mon autorité. Donc ce podcast ne sert pas à vous vendre directement quelque chose. Ce podcast sert à vous dire je suis quelqu'un qui sait de quoi il parle, je suis quelqu'un que vous pouvez écouter pour recevoir des conseils et sur le long terme, c'est comme ça que j'en tire des bénéfices. Une autre technique qui fonctionne extrêmement bien, c'est d'écrire un livre. Si vous écrivez un livre, vous n'avez pas besoin que ce soit un best-seller, vous n'avez même pas besoin que beaucoup de gens lisent votre livre. Le simple fait d'avoir écrit le livre sur le sujet vous confère une autorité instantanée. Pour vous donner encore un autre exemple, encore une autre idée, parler à des conférences fait de vous une autorité immédiate, puisque vous êtes sur scène et le contexte d'être sur scène vous fait apparaître comme un expert, même si les gens n'ont jamais entendu parler de vous auparavant. Alors, si vous allez utiliser ces marques d'autorité, voilà 3 conseils pour les rendre plus crédibles. Le premier, évidemment, c'est d'exploiter les 3 leviers que sont les titres, les uniformes et le contexte. Par exemple, si vous voyez souvent sur Internet des pubs un peu spam qui essayent de vous convaincre que vous pouvez faire des millions en faisant du trading sur Internet, vous allez voir que souvent ces gens-là vont poser devant un jet privé ou devant une Lamborghini. Pourquoi ? Tout simplement parce que le contexte de la richesse leur confère tout d'un coup un signe d'autorité. Même si, évidemment, dans la plupart des cas, c'est une arnaque et la Lamborghini a été louée à la demi-journée pour faire un shoot photo. Pour un exemple d'utilisation du titre, évidemment, on a le régime du docteur Dukan, qui a largement bénéficié sur un plan marketing par rapport aux autres régimes du fait que c'était un docteur, donc un titre, qu'il avait apporté. Le deuxième mécanisme pour rendre une marque d'autorité plus efficace, c'est d'être précis. Je vais vous dire 2 phrases et vous allez me dire laquelle est la plus convaincante. Première phrase. Selon les psychologues, la majorité des gens sont prêts à infliger un choc électrique mortel à un autre être humain et si une personne en position d'autorité le leur ordonne. Deuxième phrase, et vous allez me dire laquelle est la plus convaincante. Lors d'une célèbre expérience menée par Stanley Milgram à Yale en 61, 65% des participants se sont montrés prêts à infliger des chocs électriques mortels de 450 volts quand un chercheur en position d'autorité le leur ordonne. Si vous êtes comme la plupart des gens, la seconde phrase sera beaucoup plus convaincante que la première. Pourtant, le contenu est le même, les détails que je vous donne dans la seconde phrase ne vous apportent pas vraiment de compréhension. En revanche, le fait que je sois capable de donner ces précisions rend mon propos beaucoup plus convaincant. C'est quelque chose qui est trop souvent oublié en marketing. Si vous avez la possibilité de donner un détail, si vous avez la possibilité de donner un chiffre, faites-le à tous les coups. C'est très efficace en termes de conversion. Je l'ai vu sur des dizaines et des dizaines de tests que j'ai menés, que ce soit des split tests sur des pages de vente, des landing pages ou des pubs Facebook. Le fait d'avoir un chiffre précis, une date, un nom, un lieu, etc. crédibilise le propos. Et si vous allez essayer de persuader quelqu'un, d'influencer un client, vous avez besoin de toute la crédibilité que vous pouvez obtenir. Le troisième élément, c'est que si vous faites appel à un expert ou à un témoignage, utilisez une photo ou une vidéo. Plus on a l'impression que l'expert en question met en jeu sa crédibilité personnelle, plus le propos est crédibilisé. Donc pour conclure cet épisode, on a parlé du principe d'autorité. L'idée ici, c'est que prendre des décisions crée une certaine anxiété chez les êtres humains. Et pour alléger cette anxiété, nous cherchons un expert ou une figure d'autorité qui peut nous dire quoi faire. Et comme on l'a vu avec l'expérience de Milgram à Yale, cet effet est absolument énorme sur notre comportement. La semaine prochaine, on parle du 6e et dernier pilier de la science de l'influence. D'ici là, si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez aller télécharger mon récapitulatif de la série sur les 6 mécanismes de la persuasion. Et vous pouvez aller télécharger ma checklist au format PDF qui s'appelle la checklist de la page persuasive. Pour avoir tout ça, rendez-vous à l'adresse marketingmania.fr/influence. Et quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour le 6e et dernier épisode de la série sur l'influence.
À mardi.